Fight Club est un film véritablement exceptionnel. Pas seulement à cause des thèmes sérieux abordés tels que la société de consommation, la solitude, la masculinité réprimée ou encore le manque de sens dans la vie d'un homme, mais surtout à cause de l'aspect plus psychologique voire spirituel de l'œuvre. On suit ici la vie du narrateur qui n'a rien de particulier à part le fait que toute sa vie, il a réprimé inconsciemment des éléments de sa vraie personnalité afin de se conformer à une société qui n'en avait rien à foutre de lui. Il est confus, souffre d'insomnie, n'a aucun but concret et cherche désespérément du sens à sa vie monotone et une échappatoire à son malheur quotidien. C'est là qu'apparaît Tyler Durden, l'alter ego du narrateur, un véritable leader né qui prend le narrateur sous son aile tel un mentor afin de lui enseigner les principes de l'autodestruction, comment se libérer des limites qu'il a imposées sur sa propre vie. L'offre est très alléchante, c'est la solution tant attendue dans la vie du narrateur et pourtant ce dernier refuse initialement de franchir le point de non-retour. Car même si sa vie actuelle est complètement merdique, l'admettre serait très douloureux. Cependant, Tyler finit par le convaincre d'une manière complètement inattendue, mais qui sert de base à tout le scénario du film. Il le regarde et lui demande de le frapper. Dans la confusion, le narrateur accepte alors cette demande et il commence à se battre dans la rue. Et peu de temps après, le Fight Club est né. Et un détail important que tu auras remarqué en regardant cet excellent film, c'est que Tyler, c'est le reflet parfait du narrateur. Il incarne tout ce que ce dernier n'est pas. Là où le narrateur est faible, d'apparence moyenne, peu séduisant et incapable d'interagir normalement avec les femmes, Tyler, lui, il est compétent, charismatique, fort, séduisant et leader aguerri. Pourtant, il faudra attendre la toute fin du film avant que le narrateur ne réalise que Tyler et lui ne font qu'un, qu'ils ne sont en vérité que deux faces de la même pièce et que depuis le début, toutes les réponses qu'il espérait trouver à l'extérieur ainsi que tous les traits qui lui semblaient alors hors d'atteinte ont toujours fait partie de lui. La clé a toujours été dans sa main, mais il était jusqu'alors trop aveugle pour le comprendre. Cependant, le vrai plot twist dans cette histoire, c'est que le narrateur, c'est toi, c'est moi, et c'est l'humanité tout entière. Car comme lui, on porte chaque jour des masques qui cachent nos vraies personnalités afin de nous intégrer, que ce soit dans un groupe d'amis à l'école, au bureau, avec ses collègues de travail, ou encore au sein de notre propre famille. Et à force de le faire constamment, on finit par en oublier que tout ceci n'est qu'un acte, une mascarade quotidienne pour nous conformer aux attentes de la société, ce qui fait qu'on finit nous-mêmes par croire aux mensonges. Le problème cependant, c'est qu'à force d'inconsciemment renier notre vraie identité et de réprimer certains aspects de notre personnalité dans le but de nous intégrer, on finit par accumuler énormément de tensions dans notre esprit, ce qui le fragilise et à terme nous rend malheureux. Comme le narrateur, on possède depuis le début la clé de notre bonheur enfouie en nous, mais parce qu'on est aveuglé par notre propre masque, on finit par s'auto-convaincre que les réponses sont cachées là, à l'extérieur. Et tout ça là, ce n'est pas moi qui le dis, mais Carl Gustav Jung, un médecin psychiatre suisse, ancien élève de Freud et pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychanalyse jungienne. Pendant toute sa carrière, Jung avait pour mission principale de comprendre la psyché, de déchiffrer le fonctionnement primaire de la pensée humaine. Et au bout de quelques années d'exploration et de travail, il en ressort avec une compréhension accrue du fonctionnement humain ainsi qu'avec une carte de la psyché. Selon lui, notre psyché se divise en deux parties principales. Tout d'abord, la conscience, c'est-à-dire tout ce que tu sais sur toi, sur ton environnement, sur tes connaissances, tes pensées, tes émotions, bref, tout ce dont tu es activement conscient chaque jour et que tu peux directement utiliser. C'est notamment ici que prend forme ton ego, c'est-à-dire la perception que tu as de toi-même. Et comme on le verra plus tard, l'ego peut être un allié, tout comme il peut se retourner contre toi et devenir le masque qui t'empêche de voir la réalité. Passer la conscience et caché dans les recoins les plus sombres de ton esprit, se trouve alors ton inconscient, c'est-à-dire toutes les informations que tu ignores mais qui pourtant sont bien présentes, cachées quelque part au fond de toi. Vois ça un peu comme un dossier Windows présent sur ton bureau, mais auquel tu n'as simplement pas accès. Tu sais qu'il existe, tu sais qu'il contient des informations, mais peu importe ce que tu fais, tu ne peux jamais directement observer les contenus du dossier. Cet inconscient se divise lui aussi en deux parties. D'abord, l'inconscient personnel, c'est-à-dire toutes les choses que tu ignores sur toi, voire que tu as refoulées pour te protéger, tel un traumatisme par exemple. Puis vient l'inconscient collectif, qui regroupe des caractéristiques récurrentes au sein de chaque être humain. Ça paraît bizarre dit comme ça, je sais, mais basiquement pour te donner une idée, chaque être humain sait instinctivement comment procréer, comment différencier un homme d'une femme, ou encore comment faire la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas de la nourriture, tout ça sans jamais l'avoir appris au préalable. La raison étant que ces informations sont inscrites directement dans nos gènes, génération après génération. C'est basiquement le système Windows qui vient inclus avec le PC. Cependant, ça ne s'arrête pas là, car non seulement l'inconscient collectif comprend les informations transmises dans nos
gènes, mais il comprend aussi des structures et représentations récurrentes qui sont héritées de nos ancêtres. Jung appelait alors ces structures les archétypes. Bon, jusque-là tu te demandes sans doute pourquoi je te prends la tête avec tout ça. Cependant, il est important que tu comprennes d'abord la structure de ton esprit avant d'y plonger afin de trouver des réponses. Donc pour en revenir aux archétypes, ces derniers sont présents de tout temps, en tout lieu, tout au long de l'histoire sous forme de symboles et d'images. Leurs nombres sont théoriquement illimités. Cependant, il y en a quelques-uns qui sont plus reconnaissables que d'autres, tels que l'image de la mère éternelle, symbole de maternité et de réconfort qu'on retrouve notamment dans l'image de la Vierge Marie par exemple. Son opposé, c'est-à-dire l'image d'un père dur, voire autoritaire, et quelques autres, notamment l'ego, c'est-à-dire la perception de toi-même, et le soi, notre vraie identité. Deux archétypes majeurs sur lesquels on va se concentrer dès maintenant. Tout d'abord, on a l'ego, qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, représente la perception que tu as de toi-même, qui tu crois être. Par exemple, si tout de suite tu penses être un individu sympathique d'intelligence moyenne, bah techniquement, c'est pas toi qui parles, mais ton ego, car en vérité, personne ne sait vraiment qui il est avant de plonger dans son inconscient. La raison principale étant que pendant toute ta vie, ton ego, en voulant te protéger des dangers du monde extérieur, a discrètement glissé des bouts de ta vraie personnalité dans l'inconscient, te faisant alors croire qu'ils n'ont jamais existé. Exemple tout con, le narrateur dans Fight Club qui était convaincu d'être un faible sans charisme, incapable de diriger un groupe ou encore de séduire une femme. Mais comme par hasard, ce même gars est capable de manifester inconsciemment Tyler Durden, une personnalité capable de faire toutes ces choses sans aucun problème. Et comme on a pu l'établir plus tôt, nous sommes tous comme le narrateur, car chacun d'entre nous possède un ego qu'il filtre vers notre inconscient différentes parties de nous-mêmes, bonnes ou mauvaises, dans le but de nous protéger à différents moments de notre développement. C'est un giga bordel, mais un bordel qu'on peut réparer en plongeant dans l'abysse de notre inconscient afin de récupérer chaque pièce du puzzle et de les assembler dans le but de devenir complet à nouveau. Carl Jung appelle ce processus l'individuation, mais moi, je préfère l'appeler l'autodestruction. Pour creuser au fond de toi, il te faut d'abord détruire ton masque, ta fausse identité créée par ton ego, afin de plonger dans l'abysse de ton âme et de renaître à nouveau. Plus simplement, pour grandir, une part de toi doit mourir. Ça peut paraître complètement abstrait, mystique, voire même effrayant pour certains dit comme ça, et en vérité, c'est tout à fait normal. Après tout, un mec en pull rose sur YouTube vient de t'annoncer qu'il te faut abandonner tout ce que tu crois savoir sur toi-même afin de creuser dans ton âme. Et tout ça pourquoi ? Pour faire face à des parties de toi-même que tu n'assumes pas dans le but d'y trouver des réponses. Et tu sais quoi ? Je vais pas te mentir en te disant que TKT c'est facile, voici les 5 techniques pour sauter détruire. Non, c'est un processus difficile, long, ça fait peur, et honnêtement, j'ai aucune idée réelle de ce que tu vas trouver au bout du tunnel, car comme toi, mon voyage ne fait que commencer, et je n'ai que quelques pas d'avance sur toi. Mais à en croire les dires de Carl Jung, atteindre le soi, c'est-à-dire l'intégralité de la psyché, comprenant conscient et inconscient, serait le seul chemin vers la renaissance et une compréhension totale de nous-mêmes. Pour le résumer en une phrase simple, l'autodestruction c'est le processus simple ou complexe, selon les cas, au travers duquel chaque organisme vivant devient ce qu'il était destiné à être depuis le début. Lorsqu'une chenille vient au monde, cette dernière n'est pas destinée à rester chenille et à consommer des feuilles jusqu'à sa mort, mais bien à un jour se métamorphoser en un magnifique papillon. Il en est de même pour nous tous. Peu importe si t'appelles ça Dieu, le destin ou encore l'univers, quelque chose a prévu qu'un jour, tu deviendras une certaine personne, celui que tu étais censé être depuis le début. Mais malheureusement, malgré tout ça, seule une fraction d'individus finissent par réellement atteindre le soi, car comme dit plus tôt, c'est un long processus assez difficile. Mais j'en fais ma mission à partir d'aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour t'aider sur ce chemin, afin qu'ensemble nous puissions un jour y arriver. Et pour t'éviter de prendre un peu trop de notes, dans la description tu trouveras un lien menant vers un guide écrit 100% gratuit sur le sujet si t'es intéressé. Mais du coup, comment ça marche réellement tout ce bordel ? Genre, ok, il faut plonger dans l'inconscient, comprendre la psyché et l'unifier pour atteindre le soi, blablabla, combiner la triforce du courage, de la sagesse et de la force afin de vaincre Ganon, Link, c'est ça que tu dois faire. Qu'on se le dise honnêtement, c'est assez flou tout ça. Mais t'inquiète pas, j'ai réussi à simplifier le processus en 4 grosses étapes. Premièrement, il faut se débarrasser du masque créé par ton ego, plus communément appelé la persona. Deuxièmement, il faut observer ton ombre, c'est-à-dire l'accumulation des éléments réprimés de ta personnalité afin de les accepter et de les intégrer en toi. Troisièmement, il faut répéter le même processus afin d'observer ce qu'on appelle l'anima animus, notre part féminine pour les hommes et masculine pour les femmes, afin de l'accepter et de l'intégrer à son tour. Et enfin, quatrièmement, il faut se connecter au soi. L'étape 1 allant avec l'étape 2, passons directement
directement à l'ombre. Lorsqu'un être humain vient au monde, ce dernier est plein de potentiel. Un jeune enfant a non seulement la capacité de ressentir et de partager de l'amour et de la générosité, tout comme il peut ressentir de la colère, de l'égoïsme ainsi que de la cupidité. C'est une boule d'émotions et de potentiel à l'état pur. Cependant, nous vivons dans une société et chaque société humaine a des codes et règles que chaque individu doit respecter afin de s'intégrer pleinement. Ainsi, durant la croissance de l'enfant, certains traits et comportements associés au fait d'être bon sont acceptés et valorisés par son environnement, tandis que ceux qui sont acceptés au fait d'être mauvais sont activement rejetés. Et souviens-toi qu'on parle ici d'un enfant en plein développement. Son cerveau est malléable et ce dernier agit encore principalement de manière instinctive pour répondre à ses besoins. Du coup, il se passe quoi si un gosse qui naturellement exprime chaque partie de lui finit par se prendre des claques de son daron parce qu'il a fait une crise? Pareil, que se passe-t-il si un jeune élève espiègle et plein de joie agit de manière un peu trop audacieuse, tout ça pour se faire humilier devant la classe par son prof? Soudainement, parce qu'il ressent au fond de lui que ses besoins fondamentaux tels que le besoin de sécurité et de communauté sont menacés, l'enfant réprime alors cette partie de sa personnalité de peur d'être lui-même rejeté par la société. Ce processus se répète alors encore et encore et encore pendant l'intégralité de son développement jusqu'à l'âge adulte, formant alors le masque, la persona que tu considères actuellement comme ta vraie personnalité. Tandis qu'en arrière-plan, tout ce que tu as rejeté dans ton inconscient finit par fusionner, donnant naissance à ton ombre, l'accumulation des traits immoraux ou inadaptés dans la société, celui que tu ne veux pas être. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi on en parle de cette ombre si c'est l'accumulation de trucs négatifs? Autant ne jamais en parler, le mettre dans un coin et l'oublier et tout va bien se passer, non? Idée de merde, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, ton ombre n'est pas constituée que de traits objectivement négatifs. Certes, c'est majoritairement le cas, mais de temps en temps, même des traits qui sont considérés comme généralement positifs peuvent être réprimés dans notre inconscient et devenir des parts de notre ombre. Par exemple, si un jeune enfant grandit dans un environnement où le fait de hausser le ton, de s'imposer, de défendre ses opinions ou simplement de porter ses couilles en général était mal vu ou réprimandé, naturellement, il va réprimer ses parties afin de se conformer à cet environnement. Et juste comme ça, il a refoulé la qualité du courage, de la bravoure, ainsi que la capacité de défendre pleinement ses opinions, peu importe l'adversité. Donc si aujourd'hui t'es un mec fragile qui sait pas porter ses couilles ou encore hausser le ton, c'est possible qu'un événement de ton passé ait causé la répression de ton courage. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que tu peux le récupérer. Deuxièmement, réprimer constamment ton ombre revient simplement à lui donner plus de pouvoir et d'autorité sur toi, ce qui est extrêmement dangereux. Pour t'illustrer, les anciens Grecs vénéraient des parties de la psyché comme différents dieux et avaient pour croyance que si tu y laissais trop longtemps un dieu, celui-ci pouvait revenir se retourner contre toi afin de te détruire. Ce qui veut dire que toute partie de toi-même que tu réprimes trop finira par ressurgir inconsciemment pour te détruire. Et ton ombre, c'est littéralement la combinaison de toutes ces parties. Dans Fight Club, ce concept est pris très littéralement, étant donné que Tyler, la personnalité alternative du narrateur, prend le contrôle de ce dernier à chaque fois que ce dernier va dormir et réussit à construire toute une armée d'hommes, tout ça sans que le narrateur ne capte. Bien sûr, je te dis pas que toi aussi tu vas soudainement créer une double personnalité à force de réprimer ton ombre, mais ça n'empêche que cette dernière agit sur toi chaque jour sans même que tu ne t'en rendes compte. Par exemple, ça t'est déjà arrivé de dire un truc ou de faire un truc sans le vouloir, tout ça pour te demander juste après pourquoi t'as dit ou t'as fait ça? Mieux, ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te demande un truc du genre pourquoi tu fais la gueule, comme si ton visage laissait transparaître quelconques émotions alors qu'au fond t'étais 100% normal et chill? Si oui, sache que chacun de ces exemples est une forme d'expression inconsciente de notre ombre. Et ça encore c'est tout gentil, mais ça peut aller très loin. Moi par exemple, je parle souvent dans mon sommeil et parfois ma copine m'a raconté avoir eu des conversations entières avec moi. Le truc, c'est qu'à chaque fois que c'est arrivé, elle m'a raconté que j'étais désagréable et méchant dans ma manière de m'exprimer, ce qui m'a valu plus d'une fois de me réveiller le lendemain, de voir qu'elle tirait la gueule à cause d'une conversation dont je n'avais même pas conscience. Ce qui montre encore une fois l'impact négatif que peut avoir notre ombre sur nos relations avec les autres, que ce soit nos amis, notre famille ou encore celles qu'on aime. D'ailleurs, comprends bien que chaque personne sur Terre a une ombre, car nous vivons tous au sein de sociétés, de groupes ou de familles dans lesquelles certains traits sont favorisés tandis que d'autres sont refoulés. Tout le monde donc qui vit actuellement a un potentiel dangereux enfoui en eux qui pourrait mettre en péril l'ordre social. Et tu sais c'est quoi le plus drôle dans cette histoire? C'est qu'on n'assume tellement pas d'avoir cette part d'ombre qu'on a tendance à les projeter sur les autres. Par exemple, admettons un instant que tu détestes, mais alors vraiment que tu détestes les gens qui parlent trop d'eux-mêmes. Tu ne sais pas pourquoi tu les détestes, ça te fait naturellement chier. Et il y a de grandes chances ici que la raison pour laquelle ça te casse spécifiquement les couilles, c'est parce que ça fait
partie de toi, ça fait partie de ton ombre. Mais parce que tu refuses de consciemment l'accepter car tu es convaincu que tu ne parles jamais de toi-même, de 1, tu ne remarques jamais quand tu le fais, et de 2, ça te fait super chier chez les autres. Ce qui veut dire qu'en théorie, tu projettes sur les autres tout ce que tu refuses d'accepter à propos de toi-même. Cependant, pour atteindre le soi, tu dois obligatoirement confronter ton ombre, l'accepter tel quel et l'intégrer à ta personnalité. Car c'est uniquement en acceptant et en étant conscient du mal dont tu es capable que tu peux exercer un contrôle total sur tes actions et faire ce qui te semble juste. Comme l'a un jour dit Jordan B. Peterson, un grand homme n'est pas inoffensif. Un grand homme est un homme capable d'une grande violence mais qui le garde volontairement sous contrôle. Et comme l'a un jour dit Carl Jung lui-même, aucun arbre ne peut croître jusqu'au paradis sans que ses racines n'atteignent l'enfer. Pour faire le bien, il faut être capable de faire le mal, tout comme pour atteindre la sérénité, il faut être capable de reconnaître et d'accepter sa propre dangerosité. C'est pourquoi intégrer ton ombre ne va pas faire de toi un connard ou encore un tueur en série, mais simplement te donner la possibilité d'exercer pleinement un contrôle sur toi et de ne pas juste être contrôlé par tes pulsions. Cependant, je vais pas t'expliquer comment intégrer ton ombre ici, c'est un processus complexe et personnel qui nécessite une vidéo à part entière, donc ça sera pour plus tard. Là où l'intégration de ton ombre représente la partie la plus simple et personnelle de tout ce processus, c'est loin d'être la dernière étape, car juste après, il te faut répéter un processus similaire plus difficile dans lequel tu dois faire face à l'inconscient collectif et aux archétypes. Cependant, problème, on a déterminé avant qu'il y avait une infinité d'archétypes, mais bonne nouvelle, seuls 2 nous intéressent vraiment, l'anima animus et le soi. Anima est le terme latin pour âme, elle représente l'aspect féminin de l'inconscient d'un homme. Animus est le terme latin pour esprit ou mental, il représente la composante masculine dans l'inconscient d'une femme. Les deux sont incarnés tout au long de l'histoire par des images intemporelles. Pour l'anima, on a les muses dans la mythologie ou encore la Sainte Marie dans le christianisme. Et pour l'animus, on a des figures telles que Seth chez les Égyptiens ou Héraclès chez les Grecs. Notre connexion avec ces deux archétypes est étroitement liée au rapport qu'on entretient avec les individus du sexe opposé. Par exemple, je sais de sources sûres que beaucoup d'hommes, à un moment ou à un autre de leur vie, se sont retrouvés intimidés par une femme qu'ils trouvaient particulièrement attirante. Ils n'osent pas lui parler, sont emplis de peur, agissent de manière gênante et voient leur comportement complètement altéré simplement en étant en présence de cette femme. Carrément, ils ont l'impression d'être inférieurs à elle, comme si elle ne méritait pas de se tenir en la présence de cette dernière. Pourtant, si on branche nos neurones 5 minutes, ça ne fait aucun sens d'avoir peur, étant donné qu'en toute logique, cette femme n'est pas une déesse, mais bien une humaine tout à fait normale comme toi et moi. Elle a des défauts, elle fait des erreurs, bref, elle n'a rien de parfait en fait. Mais selon Jung, d'un point de vue subjectif, il en est complètement autrement. Vois-tu, chaque fois que tu t'es retrouvé dans ce genre de situation intimidante, ce n'était pas vraiment l'humaine en face de toi qui t'a intimidé, mais plutôt ta projection inconsciente de cet archétype de l'anima ou l'animus. L'image de la femme sous forme de guide, de source de sens ou encore de déesse, qui est tout de suite bien plus intimidant qu'une simple femme en face de toi. Tu l'auras compris, c'est exactement le même principe qu'avec la projection de l'ombre. Tant que tu n'as pas intégré ton anima ou ton animus, ce dernier sera projeté vers l'extérieur, principalement sur les membres du sexe opposé que tu trouves particulièrement attirants. Cependant, il existe aussi un aspect plus négatif de cette idée. Là où on peut se retrouver intimidé par une image de bonté et de bienveillance projetée sur le sexe opposé, l'inverse est aussi vrai. Par exemple, tu peux voir les incels ou involuntary celibate en anglais, les célibataires involontaires, qui affirment être de gentilles personnes et qui, au premier abord, semblent eux aussi mettre les femmes sur un piédestal. Cependant, lorsque les choses ne se déroulent pas comme ils le voulaient, l'image est alors distordue. Cette figure de beauté pure se transforme alors en beauté dangereuse, manipulatrice ou impitoyable. Et ça, c'est qu'un exemple qui me vient en tête là sur le moment, il y en a probablement plein d'autres que j'ignore. Après tout, je ne prétends pas être un expert en la matière, pas du tout. Cependant, tu te demandes probablement où se trouve le rapport entre l'anima animus et le processus d'autodestruction. Genre, ok, j'ai dit qu'il fallait les intégrer comme on intègre notre ombre. Mais là où intégrer son ombre paraît logique pour mieux se connaître, en quoi intégrer ce qui représente notre part féminine ou masculine va nous aider à nous améliorer? Eh bien, vois-tu, notre relation avec notre anima animus ne se limite absolument pas à notre part féminine ou encore à notre rapport au sexe opposé, mais englobe notre rapport à l'entièreté du monde extérieur. L'anima et l'animus ne sont donc pas de simples archétypes parmi tant d'autres, mais bien la personnification de l'inconscient tout entier. C'est la phase finale du combat pour atteindre la vérité, l'ultime épreuve que tu dois surmonter pour enfin renaître, car les surmonter revient à surmonter l'inconscient lui-même. Et je vais pas prétendre que ce que je suis en train de te dire est facile à comprendre, ou encore que c'est simple à accomplir. Au
contraire, c'est long, c'est dur et ça fait super peur. Mais c'est là la clé du processus. T'es censé avoir peur, t'es censé refuser instinctivement d'accepter certaines parties de toi, mais de prendre ton courage à deux mains et d'y aller quand même. Une manière plus directe de te représenter cette scène serait la scène dans Fight Club où le narrateur affronte Tyler et met un terme à son existence en se mettant une balle dans la bouche. Ici, ce n'est pas vraiment la balle qui tue Tyler, mais bien la résolution du conflit interne qu'avait le narrateur durant tout le film, représenté de manière symbolique par un coup de feu dans la bouche. Un autre exemple encore qui me vient en tête serait le combat de Gandalf face au Balrog dans Le Seigneur des Anneaux. C'est beaucoup moins abstrait ici, mais le combat pourrait être interprété comme étant le combat de Gandalf le Gris, faisant face à ses propres limites, il laissant au passage sa vie avant de renaître plus puissant en tant que Gandalf le Blanc. C'est ça le genre de transformation interne qu'on veut avoir au travers de ce processus d'autodestruction. Mais tu te demandes sans doute qu'est-ce que ça va donner à terme, concrètement? Simple. Compléter le processus mène à un équilibre parfait au sein de notre personnalité, entre notre personnalité consciente et inconsciente. C'est ça le soi, la personnalité totale qui comprend conscient et inconscient travaillant en harmonie. Cet état rare est souvent associé à des figures telles que Jésus ou encore Bouddha qui sont représentées comme des figures calmes ou apaisées, pleinement maîtres de leurs émotions, qui portent un regard positif sur eux-mêmes ainsi que sur le monde extérieur. Pour faire très simple, le processus d'individuation ou d'autodestruction, comme je l'appelle, consiste tout simplement à retrouver la pleine maîtrise de soi. C'est le vrai sens de ce que tout le monde appelle aujourd'hui développement personnel. Ce que ressent l'individu qui complète le processus peut être décrit comme une union parfaite des opposés, conscient et inconscient, bien, mal, masculin, féminin, amour et haine. Et je sais que ça a l'air vraiment chiant comme processus, mais justement, c'est pour cette raison que j'ai décidé d'aborder plus en détail les étapes de ce processus dans mon guide gratuit présent dans la description, mais aussi au sein de futures vidéos sur ma chaîne. Je rappelle cependant que je suis moi-même en plein apprentissage et que par conséquent, il est possible que je fasse des erreurs. Donc n'hésite pas à me corriger en commentaire. Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.